C'est la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. On a reconduit le nouveau format que vous avez plébiscité. Oui, vous l'avez plébiscité, l'émission libre où chacun vient avec ses idées, ses envies, ses amours, ses emmerdes aussi, comme aurait pu le dire Charles Aznavour à ma place. La prochaine fois, je citerai Yves Montand, promis. Bref, nous avons... oui, nous avons tous moins de 80 ans, sachez-le. Lui, il a des pulsions. Enfin, j'espère qu'il essaiera pas de nous manger, de nous dévorer, et qu'il est d'ores et déjà rassasié. C'est Flavien. Ça va, Flavien? Ouais, ça va. Mais je vais essayer de ne pas tousser aujourd'hui. Oui, ne tousse pas, s'il te plaît. J'allais te demander quel est ton film de vampire préféré. Mon film de vampire préféré, je crois que ce serait Cry Baby. Ok. Et je me souviens même pas de ce film. Pas non plus. Et il n'est pas l'esthète, mais il est un esthète. Il n'est pas Blade, mais il se balade souvent. Il n'est pas Batman, puisqu'il est Robin. Salut Robin. Salut à vous. Quel lancement. T'as un film de vampire préféré, toi aussi? Je dirais Une nuit en enfer. Eh oui, c'est vrai. On aurait pu dire Entretien avec un vampire, ouais, mais il est quand même... moins fun. Il est moins fun. Ouais. Lesbian Vampire Killer, qui est quand même beaucoup plus fun aussi. Ouais, et j'ai vu récemment Thirst, qui est un film coréen de vampire très très intéressant. Pas parfait, mais pas mal. Moins fun que Lesbian Vampire Killer. Moins fun, ouais. Je vous rappelle donc le principe de cette émission libre. Chacun vient avec une ou deux idées de manga, de débat, de concepts, de points, et on en discute tous ensemble. En attendant, je vous encourage à quoi? Je vous encourage à participer avec nous à la 5e de couve sur les réseaux sociaux. Oui, vous participez beaucoup, c'est cool. Hashtag 5DC pour discuter de vos lectures, pour échanger sur l'actu manga, discuter de chaque news, chaque chose qui peut paraître, chaque chose que vous pouvez lire, et puis discuter tout simplement. Alors sur Twitter, c'est hashtag 5DC pour vous adresser à nous, nous retrouver sur le compte de manga.tv, et sur Facebook, c'est pareil, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Bon alors c'est parti messieurs, quels sont vos 2 points aujourd'hui? Robin, c'est quoi ton 1 ou 2 points? Moi j'en ai qu'un, ça va être sur le piratage, état des lieux du piratage aujourd'hui dans le manga en France. Ah ouais, tu lâches un pavé dans la barre. Donc je pense que c'est un point qui méritait d'être tout seul parce que je voyais mal le partager avec un autre point. Donc tu veux qu'on se brouille avec plein de gens? Je sais pas. En disant soit c'est bien, en disant soit c'est mal. Ça va être un peu un appel et un demande d'avis parce que voilà, j'ai envie de poser des questions sur le piratage. Ok, on va poser des questions sur le piratage. Flavien, quels sont tes points? Moi j'ai 2 points. Le premier point c'est sur les œuvres originaux. Œuvre originale dans le manga qui vont apparaître chez Kiun, chez Glénat et chez Pika, et sûrement chez d'autres éditeurs, mais pour l'instant on va parler des 3 éditeurs où pas moins de 10 titres vont apparaître en original. Un second point peut-être? Oui, le second point, je veux parler de Tokyo Ghoul, un manga méconnu et génial. Bon, méconnu, on est dans le top 10 on s'entend. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, du coup je voulais en parler. En ce qui me concerne, je vais vous parler d'Atome. Là c'est moins connu que Tokyo Ghoul. Comme l'Atome à Bruxelles ou l'Atome... Non, Atome comme Astro Boy. D'accord. Et puis on va parler des nouveaux acteurs dans le manga parce que j'ai peur. Non, clairement j'ai peur, il y a des nouveaux éditeurs qui vont arriver. Je suis pas rassuré. Je crois que t'allais parler des acteurs genre dans le film Full Metal Alchemist par exemple. Ah ouais, alors non, je ne parlerai pas des acteurs des acteurs. Non mais c'est une idol en plus le mec qui des joue, acteurs qui n'en sont pas. Oui, il est pas vraiment acteur. Bref, je vous parlerai d'Atome donc tout à l'heure et puis des nouveaux acteurs dans le manga, mais je parlais bien évidemment de nouveaux éditeurs. Mais pour commencer, on commence avec le piratage, le plus gros morceau. C'est à toi, Robin. Oui, alors le piratage, on en parle. C'est pas bien déjà. C'est pas bien déjà, c'est pas bien. Non, en fait, c'est l'idée de ce sujet m'est venue d'un article que Julie avait partagé sur le groupe 5DC, 5DC où je vous invite à sur venir. Facebook donc. Parce qu'on avait un peu discuté, débattu déjà sur ce post. C'était très intéressant parce qu'en fait c'est un article qui parle plus du piratage au Japon et en fait c'est un auteur japonais qui s'appelle Yoshida
qui poussait une gueulante contre les éditeurs japonais en leur reprochant leur politique face au piratage là-bas, parce que en gros on voyait bien que ce qu'ils faisaient n'avait pas que ça marchait pas, parce que les ventes continuaient à descendre malgré la façon dont ils luttaient contre le piratage. Les ventes continuent effectivement oui, il y avait un constat qui était terrible, c'était moins 50% depuis alors sur le physique, par rapport à 96, je crois. Enfin bon, du coup, une chute énorme de la vente physique. Non, effectivement, au Japon, ils sont assez inquiets de voir que, alors, les ventes physiques effectivement chutent année après année. Et les ventes numériques montent, mais c'est pas fou. Ouais. Et donc en gros, cet auteur reprochait aux éditeurs de ne pas d'engager des politiques qui ne pensaient pas à leurs lecteurs. En fait, en gros, ils pensaient plus à faire de la répression et à faire fermer des sites qu'à essayer adapter leur offre pour que ça corresponde un peu ce qu'ont réussi à faire finalement la musique et la vidéo avec Netflix ou Spotify, où ils se sont adaptés en fait aux nouvelles façons de consommer, quoi. Oui, après ces deux acteurs qui n'existaient pas dans le marché précédent qui sont arrivés et qui ont proposé une alternative aussi. Et qui ont proposé une alternative. Spotify, c'est des Suédois, ils avaient rien à faire. Ouais. C'est des mecs qui venaient de l'industrie musicale, hein, mais c'était pas Universal qui arrivait avec quelque chose. Non, et puis Netflix, c'est pareil, c'était de la location de films de ninja bas de gamme aux États-Unis par correspondance. Non, c'est ça en fait. Et en fait, moi, la lecture de cet article m'a un peu chiffonné au début, parce que j'avais du mal à. Enfin, je comprends qu'on puisse reprocher aux éditeurs de pas faire suffisamment de pédagogie et de peut-être pas investir suffisamment pour proposer une offre concurrentielle, mais j'ai du mal avec l'argumentation qui dit qu'on reproche à des éditeurs de lutter contre des sites pirates, si tu veux. Pour moi, c'est un peu un des rôles principaux des éditeurs, c'est de lutter contre la contrefaçon, quoi. Il y avait c'était il y a genre 2-3 ans, il y avait tout un... C'était pas une répression, mais il y avait pas mal de sites de Scantrad qui ont fermé en France, et les éditeurs s'étaient tous liés entre eux pour faire un truc Parlons Manga, si je me rappelle bien, avec... et du coup en fait c'était pour dire en fait le Scantrad, voilà ce que ça apporte dans l'industrie et qu'est-ce que ça fait comme dégâts. Après effectivement les côtés pour, les côtés moins, mais il y avait une véritable pédagogie qui était sur à la fin des bouquins, qui disait voilà pourquoi le Scantrad en fait c'est pas bien, mais en même temps effectivement ça peut aider. Mais voilà, il y avait on expliquait en fait le fonctionnement en fait du coup du manga, des coûts, etc., pour que les gens soient un peu plus au courant. Et c'était il y a 3-4 ans, je crois. Ouais, là en l'occurrence, cet auteur, je pense qu'il est inquiet juste aussi pour ses propres titres et pour son propre travail et le travail de mangaka à plus long terme. Parce que effectivement, on peut reprocher aussi aux éditeurs de mettre beaucoup d'argent, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu sur la disparition sur la pression, quoi. Enfin sur la pression pour faire disparaître des sites illégaux de Scantrad, parce que forcément c'est caché, forcément ça a pas pignon sur rue, forcément ça demande des moyens, des investissements, des moyens juridiques, et forcément c'est des moyens qui ne sont pas mis pour les auteurs, pour la création, pour le bien d'une œuvre, et même pour du coup aussi pour trouver d'autres solutions aussi. Donc ouais, mais après je pense que parce que bon, évidemment on va dire que lutter contre les sites pirates, c'est un peu un combat perdu d'avance, tu veux, parce que on sera jamais, c'est des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que tu fermes un site, il y en a 10 qui rouvrent derrière et tout ça. Mais en fait, ce qui m'a aussi effrayé dans l'article en question, c'est qu'il y a un moment donné, ça fait référence à une étude qui dit que, en gros, une étude scientifique qui a étudié qui a analysé le cerveau, comment il fonctionnait de gens quand ils commettent des crimes. Par exemple, tu vois, genre, si tu voles un objet physique, là tu vas avoir une zone de ton cerveau qui va activer les zones de sens moral, de la culpabilité, tout ça. Et ils ont fait les mêmes tests sur des gens qui piratent, et comme c'est un bien immatériel et que les gens n'ont pas les mêmes affects par rapport au bien immatériel, en fait, ils n'ont pas l'impression de voler quelque chose. En fait, quand tu pirates, ton cerveau n'a pas conscience qu'il fait quelque chose de mal, en fait. D'autant qu'au Japon, ce n'est pas illégal. Oui, mais en fait, en France, ce qui est illégal, il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps, c'est de relayer un site pirate. Mais par contre, l'hébergeur qui héberge des œuvres piratées, lui, normalement, ne peut pas être mis en cause. Parce que c'est pas son domaine. Parce que c'est pas. En fait, on considère qu'il n'est pas responsable de tout ce qui est mis. Enfin, après, j'ai pas les termes techniques, mais je sais que ce qui est en tout cas répréhensible, c'est de relayer
Genre par exemple sur un forum, tu mets un lien vers un site pirate, là tu peux être considéré comme. Par contre, lire des œuvres piratées sur un site comme ça, c'est pas. Adopi peut éventuellement te rattraper. Alors attends, juste. Donc sur le Japon, lire quelque chose qu'on a piraté, c'est pas illégal. Mais faire Pirate Bay au Japon, c'est illégal. Oui, voilà. Mais et du coup, en fait, je pense qu'il y a aussi un travail de pédagogie. Il faut aussi quand même, parce qu'on est là en train de dire qu'il faut que les éditeurs s'adaptent aux lecteurs. Mais il y a un moment donné, il faut aussi faire de la pédagogie auprès des lecteurs, comme tu disais. Il faut quand même expliquer aux lecteurs que. Pour moi, ça a été fait il y a longtemps, mais après, ça a été. On en parle plus trop, quoi. Maintenant, il y a plus cet engouement comme il y avait à l'époque, de dire bah voilà à chaque lecteur, ok, c'est fatigant et tout, mais voilà ce que ça fait Scantrad, voilà pourquoi c'est pas bien. Kazé le fait encore à la fin de ses mangas normalement. Hein. Normalement, mais il y a des pages à la fin qui l'expliquent. Alors effectivement, on la lit pas, on l'ignore peut-être. Mais en fait, pour moi, il faut pas qu'un seul éditeur le fasse. Il faut que quand même tous les éditeurs le fassent et le même. Et ouais, quand on avait débattu là sur Facebook, il y avait une personne qui nous avait dit qu'elle avait vu un commentaire sur la page de Kazé, je crois, je sais plus, où carrément, donc ça devait être une personne relativement jeune qui a dit ça, je pense, mais la personne se demandait encore. Pourquoi, quel intérêt ça avait encore d'acheter des mangas aujourd'hui, tu vois, genre cette personne-là devait lire que du Scantrad, tu vois, et franchement, là je me dis il y a un vrai problème, quoi. Il faut aussi éduquer toute une génération, parce que nous on est une génération qui avons vu l'offre pirate arriver, donc je pense que nous on fait partie de gens qui ont conscience que on le fait. Je dis pas que voilà, tout le monde. Je dis pas on n'est pas des chevaliers blancs, on n'est pas parfait. On a créé le piratage. Mais par contre, on fait partie d'une génération qui a vu cette chose-là arriver, donc qui savait comment c'était avant. Et là, je pense qu'il y a toute une génération qui est née avec ça, quoi. Et là, ça va être très compliqué de leur réapprendre aussi à eux qu'une œuvre, c'est le fruit du travail de quelqu'un, et qu'à un moment donné, il faut que cette personne soit rétribuée d'une façon ou d'une autre, tu vois. Oui, après, effectivement, quand t'as moins de X, je sais pas, ça peut être 12, 13, 14, 15, 16 ans, il y a des choses dont tu ne te rends pas compte. Oui. Et c'est normal, tu peux pas tout assimiler d'un coup, forcément. Et surtout quand t'as été habitué depuis tes 10, 11 ans, 8 ans, je sais pas à quel âge tu commences à pirater, à regarder des sites de Scantrad, ça te paraît logique en fait, quand t'as à volonté tout gratuit sur un site ou sur une application. Et avant même que ça sorte en France. Avant même que ça sorte en France, mais de toute façon t'as un choix tellement gigantesque après, que tu peux y aller. À partir de ce moment-là, comment tu peux te dire effectivement c'est mieux d'avoir un bouquin. Il faut le pousser à rentrer dans une librairie, avoir le livre entre les mains, avoir les objets. Mais comme disait Flavien, c'est cette fameuse pédagogie qui dit quand tu achètes le livre, le livre édité par un éditeur, il y a le fruit d'un travail derrière qui n'est pas fait par les sites de Scantrad, par exemple. Ne serait-ce que la traduction, la présentation, le lettrage, tu vois, il y a du travail, c'est quelque chose. Il y a des bonus, il y a beaucoup de choses. Il y a des bonus et tu vois, il faut pas se limiter à. Après, je sais pas, les mecs qui font sur les sites de Scantrad, c'est comme les équipes qui font les sous-titres pour les séries, tout ça. C'est des gens certainement plein de bonne volonté qui ont envie de faire partager leur passion et qui sont passionnés, tout ça. Ils sont passionnés et ils s'entraînent aussi. Mais voilà. Et après, moi, ce que je voyais à l'époque, parce que effectivement, je vais pas jeter la pierre sur tout le monde et tout, mais moi, à une époque, je lisais aussi beaucoup de Scantrad. Mais ce que j'aimais bien, en fait, c'était qu'à l'époque, les Scantraders sensibilisaient les gens, dire voilà. On scantrad ça parce que c'est pas encore sorti, mais dès que c'est sorti, on enlève tous les scans. Et mais aujourd'hui encore. Tous les scans étaient partis et en tout cas, ils essaient de faire un effort pédagogique aussi de leur côté, de dire attendez, on fait ça aussi, mais il faut quand même rémunérer l'auteur et tout. Après, il y a des scantraders qui faisaient ok, on s'en fout, on s'en balèque, mais t'en as certains qui disaient on fait juste ça parce que on veut démocratiser le truc. Bon, après, c'est un débat. Les teams de Scantrad aujourd'hui continuent de le faire. Et puis, de toute façon, ils reçoivent aussi les avertissements des éditeurs français qui, eux, passent du temps à essayer de... après, je pense qu'en France, il y a aussi un truc, c'est que... là, on est en train d'avoir un débat intellectuel sur ce qu'est le piratage et tout ça, mais... C'est vrai qu'au final, je pense pas que ça représente un manque à gagner énorme pour des éditeurs de livres, en tout cas de bande dessinée. Donc c'est peut-être aussi pour ça que nous on prend pas de problème à bras le corps en se disant tiens on va. Tu vois, je pense que la musique ou la vidéo, eux ils étaient vraiment, tu vois, au pied du mur. Ils ont dit là faut qu'on réagisse parce que. C'est surtout qu'il y a deux choses. Déjà pour la musique, tu prends l'œuvre brute, t'as pas de travail à refaire dessus, de traduction, etc. Le seul travail en France sur la musique, c'était la promo et le packaging. À partir du moment où t'avais l'encodage aussi quand même
Bah, la qualité de son n'est pas la même, donc il y a aussi un travail, tu vois. Oui, il y avait déjà des. Non, c'est pas remasterisé pour la France. Hein. Ouais, mais il y a quand même un travail d'échantillonnage, etc. Tu vois, je veux dire, par exemple. Ouais, mais non, il faisait quasiment le même. Sur les sites pirates à l'époque, il n'y avait pas de souci, hein, tu l'avais. De toute façon, aujourd'hui, on écoute ça sur Deezer ou sur Spotify. Sur Deezer, d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'émission 5DC. Deezer, qui était un site pirate à la base, qui était une plateforme, ça a été récupéré et ça a été. Tu confonds pas avec un autre? Non, il y a eu plusieurs sites comme ça. Il y avait eu Groove Shark qui avait été fermé, mais Deezer à la base c'était pas du tout une plateforme légale au tout départ. Ah, je crois. Et ça a été Napster qui est devenu aussi comme ça. Ouais, et ça a été un peu à la manière, tu sais, des hackers qui bossent pour essayer après. C'est le truc genre, il y a une super plateforme de diffusion de musique qui marche super bien. Bon bah en fait ça a été récupéré par l'industrie du disque pour en faire quelque chose de... Mais quoi qu'il en soit, c'est pas de haute qualité, hein. La qualité sonore sur Deezer ou sur Spotify, c'est pas un truc de malade. À part pour le podcast sur Deezer. À part pour le la qualité audio, on est toujours entre du 128 du 180. Non mais voilà, c'est juste pour dire écoutez sur... Bref, tout ça pour dire qu'effectivement là il y avait pas de boulot, donc c'était aussi c'était différent. Et pour les sites pirates au Japon, bah c'est la même chose, il n'y a pas un gros boulot à faire. Puisque ils ont juste soit récupéré les fichiers numériques et les mettre en ligne, à les déloquer. Après il y a un travail pirate effectivement à faire, mais tu les déloques et puis tu les mets en ligne. Moi j'ai des sites japonais avec tous les mangas et tous les magazines à volonté. Mais en fait, il faut lire le japonais. Je vais faire le parallèle avec la France, mais effectivement, moi ce qui m'avait choqué avec le piratage, ok t'as les trucs japonais, t'as la traduction et tout, il y a un effort, mais de scanner des Dreamland ou des Radiant qui sont en français et les proposer en scantrad, oui bah c'est pas du scantrad, c'est du... en fait là moi je comprends pas l'intérêt, du coup c'est l'intérêt c'est que c'est gratuit physique, mais tu l'as gratos. Du coup au Japon tu vois c'est là aussi la même manière de se dire voilà en fait oui, parce qu'en fait au Japon il y a pas, parce qu'à la limite en France c'est vrai que comme dit Flavien il y a le scantrad, pour moi il y a un essor parce qu'il y a ce côté, je lis le manga avant qu'il sorte en France. Il y a un petit côté particulier, effectivement. Il y a le fait aussi d'appartenir à un groupe, le fait d'être aussi de le lire avant les autres. Mais malgré tout, c'est aussi un élément important. Et puis comme on est sur des œuvres qui fonctionnent beaucoup sur le feuilletonnant et tout ça, les gens ont envie tout de suite de connaître la suite, quoi. Et clairement, quand tu lis la fin du premier tome de Promise Neverland, tu vas avoir la suite tout de suite. Et donc ça, je comprends que ça marche en France. D'ailleurs, le marché pirate manga fonctionne 10 fois plus il est 10 fois plus important que le marché pirate BD, parce que le marché pirate BD il est inexistant, quoi. C'est-à-dire que quasi personne ne lit de BD pirate, quoi. Et donc au Japon, pour le coup, il n'y a pas ça. C'est vraiment, en fait, c'est juste des gens qui lisent des œuvres piratées qui sont les mêmes qui sont les mêmes que celles qui pourraient avoir lieu. Mais ça, je pense en magazine le magazine que dalle, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que le marché du numérique global au Japon il est beaucoup plus important et en Asie, donc en Corée effectivement c'est le marché numéro 1, le numérique. En Asie effectivement là cette année en 2017 c'est quasiment identique, mais il est passé légèrement devant le marché du physique. Ouais, c'est donc il y a plus de mangas lus de façon légale en numérique, il y a plus d'argent gagné par le numérique sur de la lecture que par les livres physiques, même magazines inclus. Ouais, parce qu'en fait la question du piratage est toujours indissociable de celle du numérique, quoi. En fait le truc c'est que pour régler, tu pourras pas jamais régler à cette question, mais il faut en gros les éditeurs, il y a plusieurs modèles. C'est soit effectivement il faut qu'ils fassent un pas vers le numérique et proposer une véritable offre numérique. Une deuxième, ce serait de faire de la pédagogie, encore une fois, de dire voilà, maintenant qu'on les a en numérique, allez sur les plateformes numériques et encore faire de la pédagogie. Et le troisième, ce serait non, en fait, il n'y en a que deux. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on citait rapidement la Corée, Max, tu disais, mais c'est un exemple très intéressant, par exemple, ce qui se passe sur le marché de la BD en Corée. Après, je sais pas si c'est applicable partout, parce que... Non, mais là, effectivement, on a des auteurs qui produisent exprès pour une lecture... pour l'écran, quoi. Tout est pensé... Enfin, c'est pensé au départ pour l'écran, et après, on en fait des livres, quoi. Enfin, tu vois, et on en fait difficilement des livres. Voilà, et donc c'est une façon de penser qui est complètement inversée par rapport à... Au contrario, moi, je vais prendre un exemple avec un auteur japonais qui est celui qui fait Tokyo Ghoul, qu'on va parler tout à l'heure, qui a fait un chapitre totalement numérique et qui ne se trouve pas en physique. Oui, d'ailleurs, pour Tokyo Ghoul, et qui
qui se lit que en numérique, quoi, qui a fait en fonction de ça. Du coup, voilà, et qui a fait un chapitre aussi de Hunter. Oui, et qui a fait ça un chapitre de Hunter x Hunter. Donc en numérique aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un non, moyen il était imprimé celui-là à l'époque. Imprimé, mais au Japon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de combler les deux, de faire des bonus, enfin, il y a tout un travail éditorial. Soyons clairs, la Shueisha, je pense que avec Kodansha, parmi les plus gros éditeurs, ils ont pris malgré tout les choses en main. Aujourd'hui sur téléphone, qu'est-ce qui manque? Pourquoi on va se tourner vers du Scantrad? Est-ce que c'est uniquement parce que c'est gratuit? Oui, mais si c'est gratuit et que tu as 70 clics à faire, et il faut que tu rentres ton code, il faut que tu rentres ton compte, et ensuite il faut que tu dises oui, je veux bien, et machin. Si on te met des bâtons dans les roues comme ça, effectivement, ça va être compliqué. Tu vas pas avoir envie, parce qu'au bout d'un moment, tu vas être saoulé. Et le Scantrad, c'est simple, tu vas avoir même aujourd'hui, tu as des applications pour tous les téléphones, avec plusieurs teams de Scantrad réunis dessus, plusieurs langues. Enfin, tu as une facilité d'accès qui est assez incroyable. Ouais, et puis de toute façon, tu pourras jamais être plus concurrentiel qu'un truc qui est gratuit, quoi. Voilà, et qui en plus d'accès spécial. Après, il y a. Non, maintenant ils font du payant. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Par contre, c'est pas cool, tu vois, de payer des trucs. Non, mais en plus, souvent, ces sites-là, ils sont blindés de pubs pop-up infâmes et tout. Là. Enfin, c'est vraiment ça, normalement, ça freine, quoi. Ou normalement, Bon, après, c'est. Après, il y a des alternatives comme Comixology, où c'est des plateformes de lecture, etc. Mais c'est pas hyper démocratisé non plus, quoi. Non, je prends l'exemple de Comixology, on va avoir accès à toutes les publications américaines, par exemple. Ouais, manga. C'est plutôt accès. Oui, aujourd'hui c'est en anglais, effectivement. Ouais. Tu l'as très tôt, mais dans ce cas-là, tu as aussi l'application Viz Media US, où tu as aussi tout le même jour, 3 ou 4 heures après le Japon. Et t'as un Jump qui arrive chaque semaine. Mais je pense que ça coûte moins de 30 € pour le Viz Amérique. L'abonnement au Jump US, c'est moins de 30 € à l'année. Oui, c'est pas ah bah oui, mais c'est ça. Je pense que les Américains sont vachement plus. Mais ils ont en avance là-dessus. Ils ont un Jump, ils ont un Jump US et ça demande un boulot quand même assez. Ah bah oui, assez de toute façon c'est des coûts d'investissement et en plus c'est compliqué parce que si tu veux investir là-dedans, tu sais pas tout de suite. C'est ça. C'est flou, quoi. Mais effectivement t'as un compte premium, t'as accès à beaucoup d'autres mangas. T'en as certains qui sont toujours payants même en étant abonné premium. Mais t'as une éditorialisation aussi qui est présente sur les applications. Donc on va te pêcher la magie à des moments, à d'autres on va pousser d'autres sous-thématiques. Enfin, tout est éditorialisé. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai service. En fait, c'est un média. Enfin, je veux dire, c'est un média et c'est marketé. Il y a de la communication. Attention. Comme les trucs vendre des choses. Comme les sites, les plateformes de webtoon coréens, ça marche comme ça. C'est des vraies plateformes éditorialisées. C'est du Yahoo. fait la même également. Oui, voilà. Et Dailytoon en France essaye à son échelle de le faire aussi. C'est ça. Il y a un programme qui est régulier sur Dailytoon. Le lundi t'as tel webcomic, le mardi t'en as un autre et ainsi de suite. C'est un petit peu plus ce qu'on pourrait appeler shoujo ou romance sur Dailytoon. En général un petit peu plus. En fait c'est surtout c'est aussi beaucoup du webtoon coréen. Du coup ils prennent de la création coréenne et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de création française ou de trucs pour diversifier le public, mais qui soit du coup adapté à la. Dailytoon, c'est là où il y avait Last Man. C'est là où ils avaient prépublié Last Man, en effet. Ouais. Et je voulais dire un autre truc. Je voulais parler de la réaction de la Shueisha aussi par rapport à ce que cet auteur disait et à ce qui est fait au Japon. Parce que la Shueisha, soit ils font fermer des sites pirates au Japon. Ils ont quand même mis en place un site et une application totalement gratuite, le Jump Plus. Qui est incroyable. Tout le monde y a accès vous allez sur votre navigateur internet, vous avez accès au Jump Plus. Il y a des tonnes de mangas gratuits. Il y a les 3 premiers chapitres de quasiment tous les mangas qui sont disponibles. Vous avez les premières pages du Jump chaque semaine. Vous avez beaucoup de choses qui sont disponibles. Vous avez moyen de l'acheter, le Jump en japonais aussi en numérique. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et ils ont même trouvé une autre solution pour se faire de l'argent. C'est des tests parmi d'autres. Mais eux, ils font de l'impression de t-shirts. C'est-à-dire que tu peux imprimer ta case ou ta planche. En fait, il va y avoir des sélections de planches. Je pense que c'est selon ce que permet l'impression. Et quand tu lis, à des moments, t'as un petit onglet un petit truc qui va popper. Ça va faire. Voulez-vous l'imprimer? Ouais, c'est une super. Et ça coûte.
Hein? Non, c'était pas un accent. Ok, très bien. Voulez-vous l'imprimer? Et c'est toujours pas un accent. Vous êtes d'un racisme ici. Et donc, tu peux faire. Tu payes directement, puis tu reçois ton t-shirt avec la planche que tu voulais imprimer chez toi. Ouais, mais voilà, ça typiquement c'est une offre que les sites pirates ne peuvent pas proposer, donc c'est. Ah bah non, certainement pas. Donc du coup, ça apporte à quelque chose. Ça serait plus compliqué quoi. pour eux, ah, bah oui. en tout cas de le proposer. Mais et t'as pas de pub à part la pub pour le jump, tout simplement. Ou alors qu'ils ont négocié pour bah ça pour moi c'est quand même le frein premier dans tous les sites pirates ou quoi. Enfin moi genre typiquement bon Spotify c'est pas un site pirate, mais j'avais le Spotify gratuit. Ce qui m'a fait passer au premium, c'est quand même parce que j'en avais marre d'avoir la pub Noroto 15 fois par jour quoi. Au bout d'un moment tu te dis bon bah arrête d'écouter Spotify 15 fois par jour. Bah si, moi pour travailler je suis obligé d'écouter de la musique toute la journée, donc mais voilà, donc c'était un choix, tu vois. Je me suis dit là, je peux pas avoir mon morceau de Debussy coupé par une pub Noroto, quoi. C'est pas possible. Mais en France, il y a pas de, il y a Isneo qui existe en numérique. Ouais, mais je crois qu'Hachette a un portail aussi. Ouais. Mais il y a des trucs qui sont sur Isneo aussi. Il y a Télétoon. Ouais, mais enfin le numérique en France, c'est quand même. Je trouve pas ça. Et la Mixologie France, mais il n'y a pas grand chose non plus. Bah, en fait, je pense, j'ai l'impression, de l'extérieur, on a juste l'impression que les éditeurs s'en foutent. Bah parce que est-ce qu'ils s'en foutent ou alors ils veulent pas le mettre d'argent dessus? Ils savent pas encore comment mettre l'argent dessus. En fait, je pense ça part d'un constat aussi. Si tu veux, le marché du numérique aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement faible quoi. Non, donc c'est pas ça peut pas pousser à développer en France, on n'a pas non plus coûts. sur les portables et tout, je trouve ça un peu dur de lire du manga et t'as pas non plus de tablette dans les tablettes de lecture genre les Kobo etc. Tu peux lire des livres normal, mais des livres des mangas etc. Tu vois, c'est pas développé non plus pour faire de la BD ou du tu dis une énorme bêtise hein. Bah non, je t'assure qu'il y a des Kobo, elles sont faites pour. Tu peux en fait t'as des tablettes de lecture qui vont totalement s'adapter au format de ta planche et qui vont l'enregistrer. T'as énormément de choses qui sont facilitées comme ça pour lire le manga ou la bande dessinée. Je pense en tout cas, notamment au niveau du manga, il y a aussi un souci d'accès au fond quoi. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas accessibles, notamment chez Isneo, chez plein de gros éditeurs de manga. Il y a plein de mangas qui sont pas accessibles, alors que typiquement, c'est vrai que là, tu te dis, t'es vraiment dans un cas de figure où c'est intéressant le numérique, parce que si t'as pas envie de te fader à ranger dans ta bibliothèque tous les tomes de One Piece, tu vois, en fait, tout dépend des lectures. Moi, je sais que j'adore lire sur plateforme mobile. Alors que moi, je déteste. Mais j'ai vraiment aucun souci avec ça, et je pense que du coup, toute la génération qui est habituée au Scantrad, eux, ils ont aucun problème à lire sur plateforme mobile et forcément, eux, il leur faut quelque chose de pratique, de rapide et d'efficace. Et c'est surtout où ils peuvent tout trouver. Aujourd'hui, il y a des mangas qui sont en rupture. Là, ça arrive parce que ça se vend pas beaucoup. Est-ce que ce serait pas efficace de les mettre du coup en numérique il faut qu'ils rachètent les droits et les éditeurs. Je sais que Soleil travaille justement pour que Doro et Doro soient disponibles en numérique. C'est une réponse parce que effectivement Doro et Doro c'est un très bon manga mais qui ne se vend pas. Il doit y avoir 400-500 acheteurs en France grand maximum et forcément une fois que c'est épuisé à réimprimer, tu peux pas en réimprimer 100. Tu dois en réimprimer un certain nombre à chaque fois. Oui, et donc ils peuvent pas faire des économies d'échelle. Donc ils peuvent pas tout réimprimer non-stop. Donc il y a souvent des ruptures sur ce manga. Leur réponse, c'est de le rendre à terme disponible en numérique. C'est vrai que c'est. Mais c'est en fait là sur ce que tu dis sur les archives qui peuvent être utilisées pour être monétisées, genre Doro et Doro ou d'autres trucs. En fait, il y a une réponse aussi avec la télé qui a été faite parce que c'était pareil. Tout ce qui est sur l'INA, etc. Des fois, t'as pas tout, ou alors des productions n'ont pas tout. Et pour monétiser ça, par exemple, il y a la société d'Arthur Endemol qui propose tous ses archives de contenu sur Twitch dans une programmation. Et du coup, tu peux voir tous les anciens contenus dans Endemol dans une programmation sur Twitch comme si tu regardes la télé. C'est sur des plateformes où du coup tu proposes de l'archivage, etc. Ça redonne un regain d'intérêt en fait à ces programmes. Du coup, là au manga. C'est en ça que je rejoins un petit peu ce que cet auteur japonais disait, c'est que le numérique, il faut peut-être le prendre plutôt comme un allié que comme un ennemi. Et j'ai l'impression, encore une fois, c'est probablement une impression tronquée, mais que les éditeurs de manga en France, ou dans tout du moins une partie, prennent le numérique, tout ce qui est possible avec le numérique, comme quelque chose d'ennemi et non pas comme quelque chose d'allié.
Alors, il y a, moi je veux plus parler pour la bande dessinée que pour le manga, mais il y a aussi un autre, il y a les auteurs aussi, hein, parce que c'est il y a aussi de la sensibilisation à faire à ce niveau-là, quoi. Et puis il y a les ayants droit, enfin pour le manga, ayants droit, oui, pour le manga, j'imagine c'est le même souci avec les ayants droit, quoi. Et je pense que acheter les droits physiques d'un manga et pas les droits numériques. Non, et puis ça doit faire aussi probablement. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un avenant numérique à chaque contrat d'auteur. Enfin, en tout cas, pour la BD, ça devient très compliqué. Ouais, c'est aussi une autre législation, quoi. C'est aussi un autre. Et surtout quand tu vois pour le chiffre d'affaires que ça rapporte, en fait, c'est pour ça aussi, c'est que ça reste des entreprises, hein, les éditeurs. Ça reste des entreprises. Et clairement, aujourd'hui, ça rapporte rien le numérique aux éditeurs de manga en France. Non. Mais s'ils investissent pas, ça rapportera jamais rien. Non, mais oui, c'est. Si Glénat n'avait jamais acheté, je prends l'exemple de Glénat, hein, mais s'ils avaient jamais acheté Dragon Ball, ils gagneraient pas autant d'argent avec le manga à l'époque, aujourd'hui, que s'ils avaient pas fait ça à l'époque. Il a fallu à un moment donné investir, faire un pari, faire un coup. Ouais, mais je pense que tu réagis aussi enfin, tu vois, dans un contexte. Là aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que le contexte est propice à une explosion du numérique pour la lecture de BD en tout cas, tu vois, ou de manga. Je pense, en tout cas en France, après, parce qu'on est aussi un pays où la lecture numérique est moins développée à ce niveau-là, mais je le sens pas, quoi. En ce moment, j'ai pas l'impression que. J'ai pas l'impression que le public soit prêt et envie, et spécialement envie, tu vois. C'est marrant. Il y a eu des tentatives, hein, mais pour l'instant, c'est vrai qu'elles sont pas hyper concluantes, quoi. Il y a des choses à faire qui ne sont pas faites. Il y avait eu le phénomène des blogs BD, quoi. Mais il y a eu un phénomène de blog BD. Il y a eu le Turbo Média aussi qui est proposé aussi une lecture alternative. Ouais, mais mais là encore, c'est pas adapté pour le manga non plus. Hein. Enfin, c'est pas adapté. Je veux dire, il y a pas eu de vrais exemples en manga. Le Japon avait fait un truc qui s'appelait à l'époque, le nom n'aurait pas fonctionné en France, le Vomic. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'était une contraction de Voice Comics, et donc c'était des planches de manga animées et doublées. Alors ça, je déteste. Pour moi, les gens qui développent ces trucs-là n'ont rien compris. Ils ont abandonné, voilà. assez rapidement. Le Turbo Média, c'était autre chose. Le Turbo Média, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'un point de vue narratif et d'expérience de lecture. Mais les gens qui font des cases animées où c'est de moitié du film, du dessin animé, et ça, mais c'est une horreur absolue. Je comprends même pas comment on peut aimer la BD et penser faire ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, on est encore en train de courir après les pirates, tu vois. Tu me disais que tu avais eu des chiffres, des choses sur Adopi. Ah oui, sur Adopi, oui, parce que j'ai une amie juriste qui a eu une formation sur le piratage, et donc elle a eu notamment des chiffres sur Adopi qui sont assez incroyables. Du coup, on en vient à se demander vraiment à quoi sert cet organisme. Parce que alors, donc je vais vous citer, attention, ça fait beaucoup de chiffres, mais prenez des notes. Donc depuis qu'Adopi existe, alors ces chiffres datent du 31 décembre 2017, donc c'est assez récent. Depuis qu'Adopi existe, il y a eu environ 151 millions de PV qui ont été envoyés de la part des instances de surveillance des droits d'auteur, que ce soit la SACEM, enfin tous les différents organismes de chaque branche des industries culturelles. Ont donc alerté, tous ceux qui représentent les auteurs en général. Voilà, ont alerté sur donc 151 millions de cas de piratage à l'instance Adopi. En France. Sur ces 151 millions PV envoyés, il y a eu environ 10 millions d'envois de mails qui ont été faits pour alerter les gens sur des actes de piratage. Donc ça, c'est le premier envoi que vous recevez si peut-être vous avez été confronté à ça. Vous avez reçu un mail d'Adopi qui vous dit attention, voilà. Ouais, alors, vous avez téléchargé telle chose. J'ai jamais téléchargé ce qu'ils m'ont dit que j'avais téléchargé. Donc sur ces 10 millions de mails envoyés, il se passe un délai de 6 mois. En fait, en gros, on vous laisse 6 mois pour vous régulariser, entre guillemets. En gros, si vous repiratez pas dans les 6 mois, normalement, vous n'êtes plus inquiété. Donc, de ces délais de 6 mois, on est passé de 10 millions à 800 000 mails qui ont été envoyés. Donc sur les 10 millions, il y en a 800 000 qui ont été récidivistes. Là, vous avez encore un délai de 6 mois avant que votre cas soit vraiment pris par une instance judiciaire. Et donc, de ces 800 000, il y a eu 8311 constats de négligence caractérisés. Donc, 8000 cas de récidive. Donc, voilà, donc Adopi a statué sur 8311 cas de récidivistes. Sur 160 millions au début, sur 150. Donc, ça, alors, en général, c'est après la police qui prend en charge, c'est des plaintes, en fait.
Et sur ces 8000 plaintes de la police, il y en a 2352 qui ont été transmises au parquet pour acte judiciaire, quoi, pour que ce soit... Pour qu'il y ait une action. Pour qu'il y ait une action. Donc en général... T'imagines le taf. Donc sur ces 2352 transmissions au parquet, il y a eu 663 poursuites judiciaires. Et donc ouais, la moitié qui ont été abandonnées. Voilà. Et 216 condamnations. Donc on part de et 447 mesures alternatives, genre en gros on t'a tapé sur les doigts, on t'a coupé internet et on t'a dit des travaux d'intérêt, des tiges, des travaux d'intérêt généraux ou une amende. Voilà, ou une amende. Et donc sur 151 millions de PV envoyés, on se retrouve avec 216 condamnations. Donc on peut pas dire que Hadopi soit très très efficace d'un point de vue de répression. Après, par contre, on peut dire que peut-être d'un point de vue de pédagogie, ça a un effet. Bah, en tout cas, Hadopi, le nom est connu. Oui. Tout le monde fait ah non, j'ai peur d'Hadopi. Ah non, fais pas ça. Il y a Hadopi. Il y a un truc. Un premier mail, tu fais bon. Il y a quand même. Oui, puis. Après, en tout cas, Hadopi a eu ce côté pédagogique. Ce côté du j'ai donné un nom au piratage. Ouais. Je suis Hadopi, je suis la police du truc. Oui, et comme ce que je disais tout à l'heure, je te dis, toi, pirate, que ce que tu fais n'est pas normal. Parce que c'est ça qu'il faut que les gens se mettent dans le crâne, c'est que pirater, c'est pas un acte anodin, c'est pas normal, quoi. Le mot, déjà, pirater. Bah oui. Mais... Alors, les pirates, c'est un peu cool, mais. Mais, puisqu'il y a un mais, tous les gens qui lisent en ligne du Scantrad. Ils sont pas du tout concernés par Adopi, parce qu'Adopi ça concerne que le peer-to-peer, donc principalement les torrents en fait. Genre même si vous faites du streaming, vous serez jamais inquiété par Adopi en fait. Voilà. Ceci dit, la police peut quand même après on parlait aussi des récidivistes, tu peux en avoir très bien qui ont récidivé, mais juste ils ont changé d'adresse IP ou ils ont changé de. C'est ça. Enfin, il y a plein de. Ils ont tapé sur Google que faire après Adopi. Je veux pas vous dire comment on fait parce que voilà. Ne faites pas ça chez vous, mais voilà. Google le fait très bien effectivement, mais bien sûr, on peut pas quantifier l'argent que perdent les éditeurs par rapport au piratage. Il y en a forcément. Je pense qu'en France, c'est un peu plus minime que ce que ça représente au Japon. Oui. Ça ne veut pas dire que le piratage sert le manga en France. Je suis pas certain non plus. Dans tous les cas, il y a de l'argent qui se perd quelque part, et c'est surtout les auteurs qui en font les frais, quoi. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois on dit il faut que les éditeurs pensent au lecteur. J'ai l'impression que dans le débat, il y a toujours une personne qui est oubliée, c'est l'auteur, quoi. Mais c'est. Bah après, les auteurs ont des avis aussi ambigus et des divergents sur le numérique, tu vois. Je connais des auteurs, effectivement, de bandes dessinées, de manga, qui vont être les premiers à crier au piratage, à faire oh non, c'est pas possible, et qui seront aussi les premiers à lire du Scantrad de manga. Bah ouais, non, après, c'est ça, de toute façon, personne n'est pur, mais je veux dire. Mais il y a un équilibre à faire, et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a énormément de déboires et de débordements dans le Scantrad, mais il y a aussi des efforts à faire. Pour l'investissement numérique, ou des idées à trouver, des choses à créer. Mais ça des idées, il y en a plein à trouver. Il y a quand même des grands auteurs qui sont trouvés par le numérique. Je parle de One, par exemple. Si il n'était pas connu par le numérique, il n'aurait pas pu sortir. Bien sûr, bien sûr. Mais à l'époque, ceci dit, ça ne lui a pas fait gagner de l'argent. Il n'y avait pas de vrai business autour. Là, moi, quand je dis des idées à faire, c'est de trouver un business qui permette aux lecteurs de s'y retrouver, aux éditeurs de s'y retrouver, et aux auteurs, évidemment, de s'y retrouver. Mais les auteurs s'y retrouveront toujours à partir du moment où ils font des bonnes œuvres. Il y a un moment donné, ils devraient s'y retrouver. Ouais. Si tout va bien. Si tout va bien, dans le meilleur des mondes. Hashtag 5DC pour réagir et aussi continuer, prolonger ce débat. On a fait plus long que ce qu'on avait prévu, mais le piratage, effectivement. Et vous pouvez écouter cette émission, elle est gratuite, et c'est totalement légal. Hein. Et sur Deezer. et sur YouTube. Et partout. Émission ce bout d'émission qui donc a pris naissance sur le groupe Facebook. Tout à fait. Hashtag donc 5DC. Comme quoi, participer. Le groupe de débat autour du manga. Je m'appelle Monkey D. Luffy. Nous les pirates, on doit être fiers de notre nom. Hors de question que je laisse la victoire à un menteur qui cache son nom. Un pirate peut cacher son nom seulement à sa mort. Luffy ? Je n'ai jamais entendu parler de lui nulle part. Retenez bien mon nom, car toute votre vie, vous allez entendre parler de moi. Vous avez devant vous l'homme qui va devenir le prochain roi des pirates. C'est à mon tour. Oui, moi, je voulais vous parler du manga Atome. Tu te souviens, Robin, lors d'une précédente émission, tu parlais d'Osamu Tezuka. On avait même conclu cette partie avec un souhait. Celui que chaque auditeur et chaque auditrice de l'émission lise au moins un manga d'Osamu Tezuka en 2018.
Du coup, tu m'as donné envie de me replonger dedans, mais plutôt que de relire Astro, par exemple, je me suis replongé dans Atom the Beginning. La naissance d'Astro. C'est ça. En fait, c'est une préquelle à Astro le robot. Astro, au Japon, s'appelle Atom. Il n'y a qu'en France qui s'appelle Astro, je crois. Bref. Atom the Beginning, supervisé par Makoto Tezuka, c'est le fils du maître, le fils d'Osamu Tezuka, et ce manga met en scène notamment Tenma et Oshanomitsu, qui sont deux des protagonistes cultes d'Astro. Vous voyez de quoi je parle quand je parle d'Atom ? Oui. Atom the Beginning, donc, à ce moment-là, ils sont seulement étudiants. Période d'après-guerre anachronique, le Japon se reconstruit grâce au progrès de la robotique, et ces deux-là vont créer la première vraie intelligence artificielle avec un robot qu'ils vont appeler 6. Enfin, 106, mais ils l'appellent 6 en général. Le premier robot qui se verra doté d'une conscience. Je vous donne pas forcément le nom de cette conscience, c'est imprononçable, c'est en allemand, mais ce robot semble ressentir des émotions. Alors, est-ce que ces émotions sont artificielles ? Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère ? Est-ce que ça sera utilisé à des fins militaires ? Est-ce qu'ils arriveront à garder cette découverte pour eux aussi, ou pour la développer correctement ? C'est parmi les problématiques de ce manga et de ce récit qui sont assez nombreuses et toutes vraiment plaisantes. Parce que le tome 1 est pas mal, mais pas complètement fou, pas complètement convaincant. Bah, il pose les bases, quoi. Ouais, mais j'avais vraiment pas été convaincu par ce tome 1, et la suite est vraiment tellement plus prenante. Si tant est qu'on a un peu sensibilisé aux thématiques de la loi de la robotique, de l'intelligence artificielle, les problématiques d'un Asimov par exemple, bah on va être en plein dedans. Voir ceci se prendre conscience de sa propre existence, c'est super bien représenté, c'est vraiment très bien fait. Il sait qu'il est un robot, mais c'est fait de manière moderne. Il s'éveille, on voit qu'il s'éveille et il se pose des questions. Mais je suis un robot, mais je ressens des choses, mais qu'est-ce que c'est ? Je communique, mais qu'est-ce qui se passe ? Et avec des codes aujourd'hui. Bref, je suis très fan de ce Atom. Dans quelle mesure ça se base sur l'œuvre de Tezuka ? Je veux dire, c'est vraiment une extrapolation de. Ça se base pas sur des écrits que Tezuka aurait fait. Ça se base pas sur des écrits. On va dire que le fils qui a tout lu supervise. Je pense que le scénariste aussi a tout lu. Et le scénariste, il avait fait un manga qui était appelé Tetsuan Birdie. D'accord. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est sorti au début des années 2000, je crois, au milieu des années 2000 en France. Et non, c'est une création totale. D'accord. Un peu comme ce qu'avait pu faire. Non, remarque, j'avais pas parlé de Herbert, le fils de Frank Herbert qui fait Dune. Ah oui. Mais je crois que lui, ça se base quand même pas mal sur des manuscrits de son père. Je crois que c'était des traces qu'il avait plus ou moins réinterprétées. Qui coécrit avec je sais plus qui. Mais non, celui-là est vraiment étonnant en fait. Parce qu'on est sur un premier tome très, très basique, et puis toute cette partie où on la ressent à peine dans le premier tome, et on se dit vraiment que ça va être juste un manga d'aventure avec un robot, juste un manga qui est là pour faire vivre la mémoire de Tezuka, mais pas du tout. Ouais. En plus, avec un petit côté rétro au dessin. Ouais, c'est ça, j'allais dire, je feuilletais tout à l'heure. C'est très sympa, on sent une espèce de touche quand même rétro, l'héritage Tezuka, mais avec quand même du modernisme aussi, quoi. Mais c'est aussi intéressant de voir les deux personnages, les deux protagonistes aussi qu'on voit dans Astro. Des années avant. Des années avant, et comment ils sont un peu farfelus, et comment ils designent leur. Pourquoi ils veulent faire un robot avec une intelligence artificielle, les questions qui se posent, etc. Et je trouve ça hyper aussi intéressant de dire, ils ont eu une jeunesse, on voit leur jeunesse, et comment ils sont aussi flingués le cerveau, et en même temps hyper intelligents pour créer une intelligence artificielle, quoi. Comme quoi, même après plutôt de Urasawa, l'œuvre même de Tezuka n'a pas fini d'inspirer des créateurs. C'est ça, et surtout ils veulent pas faire un robot avec une intelligence artificielle exactement pour les mêmes raisons. Je vous lis deux planches du Attention, il va lire des planches. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des effets spéciaux avec la Non, faites pas d'effets spéciaux, je vais même couper des bouts dans la planche, je pense. Du tome 3. Donc ils discutent tous les deux, Tenma et Oshanomitsu, et l'un dit à l'autre: ne me dis pas que tu étudies l'intelligence artificielle dans le but de te faire des amis. C'est complètement idiot, ça. Bah si, aujourd'hui les hommes sont trop gonflés d'orgueil, ils ont besoin de se trouver face à des formes de vie dont l'intelligence n'est pas humaine. L'autre répond: ça je veux bien l'entendre, mais ton raisonnement ne doit pas aboutir au concept de faire un ami. Ah ouais, et toi, pourquoi tu veux faire un robot ? Qu'est-ce que tu cherches à développer ? Moi ce que je veux, c'est faire un dieu, évidemment. Un dieu ? Mais c'est la première fois que j'entends ça. Me dis pas que tu t'es lancé juste parce que tu voulais faire un ami, non, tu voulais faire la même chose que moi. Une vraie forme de vie qui transcende l'homme, en d'autres termes, un dieu. J'aime bien cette petite. C'est intéressant, parce qu'il y a déjà, rien que dans ce dialogue, toutes les
problématiques que la robotique pose et intellectuelle et que Asimov a posé et que pourquoi tu veux créer en fait finalement. C'est toujours la question de la création. Est-ce que tu veux juste te créer un esclave? Est-ce que tu... Et voilà, et eux veulent absolument pas créer des esclaves, ça c'est le reste de l'humanité en fait, en gros. Et l'un veut faire un ami, l'autre veut faire un robot dieu. En tout cas, à chaque fois, ils veulent forcément lui donner une conscience sans en avoir eux-mêmes conscience de la conscience qu'il est en train d'avoir. Oula. Ça s'appelle l'éveil. Bref, je vous encourage quand même à ouvrir le bouquin. En attendant, Atom, ça va donc au-delà. Toutes les thématiques modernes, et même plus que modernes d'aujourd'hui, sont traitées. Puis la robotique au Japon, oui, c'est d'actu. C'est un petit peu important. Au Japon, on en arrive au tome 8 du manga. En France, les 4 premiers sont sortis, le 5 va arriver. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? C'est prévu, on sait, non? On sait pas. Non. On ne sait pas, dessiné par Tetsuro Kasahara, le scénariste est donc Yuki Masami, il cite toujours Osamu Tezuka au scénario. Ouais. Et puis je ne peux que encourager à lire ce manga, à lire Atom. 4 tomes pour l'instant en France. Et ne vous fiez pas au premier, malheureusement. Je suis toujours un peu déçu de dire ça, de conseiller un manga en disant non, faut pas se fier au premier tome. Mais vraiment, faut pas s'y fier, quoi. Non, mais il y a certains mangas qui sont comme ça. Le premier est bof et le deuxième tu fais ah ouais, cool. Mais c'est comme ça. Mais il y a dans plein de cas. The Wire, ma série préférée de tous les temps. Si vous regardez que les premiers épisodes, vous allez dire mais c'est chiant, on s'emmerde et tout. Il faut pousser. Il faut découvrir encore plus de choses. Laisser les chances. Bah oui, forcément. Mais non, voilà, ce Atom. Puis ce que je disais, c'est que sur ce côté rétro, quand on a par exemple plus de 30 ans, qu'on en a marre de voir tous ces dessins ronds, etc., ça fait du bien d'avoir une nouvelle histoire avec un dessin old school. Voilà, ça n'a rien de plus fantastique que ça à dire sur le sujet du dessin. Puis ça a été adapté en animé. Je suis pas fan moi de l'animé, mais il a beaucoup de succès. Et puis c'est disponible sur les plateformes françaises. Atom, je ne peux que vous le conseiller. Et la suite, c'est avec toi, Flavien, et tes créations originales. Oui, tu voulais, ça fait 1 mois et demi, je pense que tu me dis. Je veux parler des créations originales du manga en France. Parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu de création originale en France. Mais là, en plus, ça arrive souvent une fois par année. L'année dernière, il y avait un truc qui était sorti avec Glénat sur un du shoujo. Quelques années auparavant, il y avait encore un autre truc directement du Japon. Il y a Ankama qui en fait aussi de manière régulière. Mais il y a toujours Radiant, Dreamland, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas Kana avec Booksters et Kana, Booksters, mais c'était à chaque fois un peu au compte-gouttes, c'était un par année, voilà, ça arrivait comme ça quoi. Sauf que là cette année, il y en a quand même aux alentours de il y en a 5 créations originales qui vont sortir chez Glénat et en comptant, il y en a 1 2 3 4 5. Il y en a encore 5 chez Kiyun. 5 nouvelles. 5 nouvelles créations originales qui arrivent chez Kiyun, du coup on en est à 10, plus une qui arrive chez Pika. Enfin, il y en a quand même 11 d'un coup en une année. Je trouve ça énorme. Je trouve que c'est hyper cool d'avoir des créations qui arrivent par wagon entier. C'est ça. Oui, celle-là, c'est une vague là. Ouais, c'est une déferlante même. Moi, ce qui me fait peur de voir 11 créations françaises arriver, enfin 11 créations. Créations. C'est des créations. Donc il y a aussi des auteurs japonais. En fait, dans l'idée. Dans la création, il y a des auteurs japonais qui sont directement signés par des éditeurs français. Par exemple, là, je prends le cas de Kiyun. Il y en a au moins 5 ou 6 qui sont purement japonais. Et chez Glénat, il y en a aussi. Là, c'est français, quoi. Donc, mais du coup, moi, ce qui me fait peur, vraiment, en voyant autant de créations, c'est qu'il va y avoir du déchet. Et il va y avoir du déchet, mais moi, je trouve ça aussi intéressant de tenter le coup. Voilà, les éditeurs n'ont pas assez tenté le coup de dire bon, voilà, on y va à flot, et en même temps. Je trouve que ça met aussi un enjeu aussi pour les auteurs de dire voilà, on peut être édité. On peut. Non, mais ils le sont depuis longtemps. Ils le sont, mais en même temps, voilà. Et il n'y avait pas eu. Malheureusement, il n'y a pas eu que le haut du panier qui a été édité non plus. Mais oui, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de créations qui se créent en France. Il y a beaucoup aussi des trucs qui se font au Japon. On n'en voit pas souvent la couleur. Et je trouve que ça intéressant que les éditeurs maintenant se disent ok, c'est marrant d'acheter des licences à droite et à gauche, mais pourquoi pas laisser la chance à un auteur que j'ai vu en France ou au Japon et se dire on tente le coup, comme on parlait tout à l'heure sur Scantrad ou sur le numérique, on tente le coup, on investit sur lui, on va voir si ça fonctionne.
Et moi je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a quand même un manga sur le e-sport qui sort. Il y a quand même un manga il y a 2 mangas en shonen qui sortent. Bah attends, tu veux qu'on fasse la liste au final ? Je vais juste dire les titres, mais je vais pas tous les pitcher quoi. Ok, ça marche. Alors ne les pitch pas tous. Il y en a quand même 10, je vais pas les pitcher quoi. Ok, ne pitch pas les 10. Donne les noms. Alors je vais commencer par Glénat. Chez Glénat, il y a Tintaren. Qui est déjà sorti. Le tome 1 est sorti là en fait. Le tome 2 il sort le 4 juillet et après il y en a d'autres qui sortent. Il y a Versus Fighting qui est le manga de e-sport. Je parlais qui sort le mois prochain, donc en mars. Du coup, en fait là. Assez spécial comme manga. Ouais, c'est sur les compétitions d'e-sport. Et de sport de combat, les jeux de combat. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas le e-sport genre Starcraft. Voilà. Ouais, d'accord. C'est pour, je pense que c'est pour utilisateurs avertis, comme on dit. Il y a encore un autre shonen qui s'appelle Orion, qui a l'air pas mal, graphiquement. Qui sort le 2 mai. Il y a For Life qui est au dessin par Vignew qui est un peu partout ce temps-ci. Qui va aussi sortir un manga chez Kyun, je sais pas quand, et qui est aussi édité au Jump Plus, qui a gagné un concours avec la Shueisha. Ça sort le 4 juillet. Il y a Mortician, je ne sais pas comment on dit, qui sortira le 4 juillet, qui est fait par Vandra. C'est le spin-off de Stray Dog. Qui est le spin-off de Stray Dog, du coup Vandra que vous connaissez tous. Chez Kiyun, je pense qu'ils ne les connaissent pas tous. Chez Kiyun, on a Lost Children de Tonomi Sumiyama, Beyond the Cloud, Noise, qui est fait par Tetsuya. Voilà. Il y a Sous un ciel nouveau et Momo, le messager du soleil, dont l'auteur viendra au Livre Paris, donc vous pouvez rencontrer. L'auteur aussi. sera à Livre Paris, mais Momo et le messager du soleil, c'est du manga pour enfants. Hein. C'est ce qu'on appelle du Kodomo au Japon, ouais. du kids dans beaucoup de pays du monde. C'est tout en couleur et c'est tout mignon. Et Noise, le nouveau Tsutsui, il a l'air mais tellement bien encore. Et chez Pika, il y a Everdark qui est dessiné par Romain Lemaire, le cousin de Renaud, qui était assistant en fait sur. Pendant 4-5 ans, il était l'assistant en fait sur tous les débuts de Renaud Lemaire sur Dreamland. Et du coup, maintenant, il sort son propre manga chez Pika. Et la couve, en tout cas, on en parlait justement sur le groupe Facebook. Sur le groupe, ouais. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Assez chouette, ouais. Enfin, moi, j'ai été assez conquis par ce visuel en plus, un visuel provisoire de cette couve d'Everdark. J'ai été conquis par le Tsutsui, puisque j'ai pu lire le premier chapitre, parce qu'il est disponible si vous trouvez ça chez votre libraire indépendant. Il y a un Kiyun Mag, un truc qui s'appelle le Kiyun Mag. Voilà, en fait, plein de premiers chapitres. Vous avez tous les premiers chapitres de toutes les créations originales de Kiyun. Et après, il y a des bouclettes un peu partout, chez vos libraires aussi, des créations originales de Glénat. Ouais. Mais donc, pour ça, il faut aller en général dans des libraires indépendants. Voilà. Parce que je pense pas qu'à Cultura par exemple ils faisaient tout ça ou à la Fnac. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces créations originales, honnêtement moi j'en ai lu quelques-unes. Il y a du bon comme du moins bon, mais moi je trouve ça quand même intéressant de voir que on tente le coup. Ouais, et puis ça apporte finalement de la nouveauté aussi, puisque un auteur français qui se met à faire du manga, forcément il va pas avoir la même approche, le même background qu'un auteur japonais, donc ça va apporter des choses nouvelles. Malheureusement, ce que encore beaucoup d'auteurs font, dans ce que je peux voir, je vois pas tout non plus, mais c'est qu'ils ont tendance à vouloir japoniser, non pas leurs traits, ça peut être une chose, mais leur récit également. Oui. Quand je dis japoniser, c'est pas forcément s'emparer des codes, hein. Les codes sont universels, mais les japoniser en les plaçant au Japon. Pourquoi placer son histoire au Japon alors qu'on n'y a jamais vécu, alors qu'on n'y est jamais allé pour certains. Là, dans les histoires que j'ai lues, en tout cas, pour l'instant, c'est soit un truc fantastique, ou soit le e-sport. Bon, là, c'est le e-sport, c'est même en France. Les autres, après, c'est beaucoup fantastique. Il y en a un qui est plutôt très japonais. Si je prends For Life, mais mais ça se passe For Life, ça a l'air totalement what the fuck, hein. Oui, ça a l'air totalement what the fuck. Oui, mais ça se passe de Survival et de Magical Girl. Mais ça se passe dans une convention genre Japan Expo. C'est ça. C'est en France, quoi. Et si vous prenez les pouvoirs de vos cosplays, donc c'est le pitch est sympa. Donc mais voilà, je trouve que en tout cas, ça vaut le coup d'être remarqué. Ça vaut le coup d'être remarqué, mais moi alors je remarquerais à la limite plus le travail avec les auteurs japonais. Parce qu'en fait, il y a tellement d'auteurs au Japon qui n'arrivent pas à travailler
peut-être pour certains qui juste ne sont pas adaptés au système japonais de publication. Et je pense qu'il y a effectivement du travail et des auteurs à aller chercher au Japon qui ont beaucoup de qualité pour faire du manga. Totalement, mais je trouve ça justement les deux cas sont hyper intéressants. Et on a vu. Pour l'instant, j'ai que Glénat en tête, mais qui avait édité Crawlers Undead avec des Japonais directement. Ankama a dû le faire aussi, je pense. Alors à l'époque, il y avait eu un travail qui a été fait sur un magazine de prépublication avec des scénaristes français, des dessinateurs japonais. Il y a le manga de Maître Gims qui sortira avec un dessinateur japonais, mais qui vit en France. Qui vit en France. Qui vit en Italie même d'ailleurs. Moi je crois qu'il vivait en France moi. Mais j'ai vu quelques planches et c'est quand même pas mal. Donc il y a quand même, on arrive sur un truc où on se dit bon bah voilà, le marché japonais c'est pas le seul marché. On peut s'en servir comme vivier, on peut servir aussi du vivier français. Pourquoi pas mélanger les deux et créer des véritables œuvres. Et voilà. Et puis en plus, ça apporte un nouveau rapport auteur-éditeur qui est intéressant. On travaille pas de la même façon en fait quand on travaille en direct avec des auteurs. Il y a un vrai rapport entre l'auteur et l'éditeur. Il y a un retour sur. Puis on parlait de piratage et d'éditeurs qui devaient trouver des nouvelles sources de revenus. Clairement, avoir un auteur en direct, c'est une source de revenus. Bah oui, parce que c'est une licence que tu vas développer. C'est ça, je prends l'exemple de Ki-hoon, quand ils ont donc décidé de travailler avec Tetsuya Tsutsui, donc qui a fait beaucoup de mangas, Prophecy, Silent... j'ai oublié le nom. Bah moi il y a Manhole, mais il y a Manhole, il y a Doesn't, il y a Reset, celui avec Poison dedans. Vous allez pas me le retrouver. Poison City. Ah, Poison City, ouais. Poison City, merci beaucoup. Bref, ce qui s'est passé, c'est que l'œuvre s'est aussi ensuite vendue dans le monde entier. Ouais. Après, les droits sont allés un peu partout, etc. Adaptés en film au Japon pour Prophétie et ainsi de suite. Enfin, ça fait encore d'autres revenus et puis ça crée autre chose pour l'auteur. Radiant, c'est ça, j'allais parler de Radiant. Sur Radiant qui va avoir son dessin animé. Et après, là, je parle des éditeurs normaux, mais il y a aussi, on sait que Tsume aussi prépare un manga. Donc, il y a encore un nouvel acteur. Enfin, tu vas en parler tout à l'heure. Mais et encore, je vais pas forcément parler de Tsume parce que ça n'a pas été. Enfin, ça a été annoncé sans être annoncé. Mais on sait qu'il y aura aussi un nouveau manga, une création originale aussi. Donc voilà. Je trouve que la mouvance, elle est plutôt sympa. Bah, même Akata, on l'avait fait avec les Torches d'Archilion. Qui continue encore et encore. J'en reparlerai à l'occasion de ce manga de Michael Almodovar. Mais effectivement, chacun va trouver des perles. En France, il y a des très bons dessinateurs. Il y a aussi. Il faut avoir bien les driver, quoi. C'est ça. En fait, il faut. Le truc, c'est qu'il faut bien que l'éditeur fasse un travail vraiment d'éditorialisation. Ça, quoi, pour le coup. Mais c'est beaucoup de travail. Et donc, c'est pas la même chose. C'est de l'investissement de temps. Donc, c'est de l'investissement d'argent. Il faut ensuite que ça rapporte de l'argent, malheureusement. Après, quand tu vois les Vanra qui vendent bien. Il y a après les Dreamland qui vendent pas mal et tout, les Radiant qui vendent pas mal. C'est aussi, je trouve que ça, tous ces personnes-là, malgré leurs défauts, malgré leur qualité et aussi leur qualité, ils ont amorcé quelque chose dans le domaine. L'exemple de Vanra, c'est qu'elle s'est aussi engouffrée dans un genre qui n'était pas représenté dans le manga, même au Japon, ou très peu en tout cas. Puis elle avait une communauté déjà avant même d'être édité. Radiant, c'est juste de la qualité pure. Pour City Hall, quand ils sont arrivés avec une proposition aussi différente de ce qui existait et satisfaisante, c'est ça. Donc de toute façon, c'est toujours pareil, ça va être les meilleurs qui vont réussir à se créer une mais c'est pour ça que j'ai toujours un peu peur quand je vois une masse comme ça qui arrive. Bah ouais, mais comme dit Flavien, c'est un vent nouveau, tu vois, donc tu vois ça avec le regard naïf et l'enthousiasme. Je connaissais pas ce vent de Sibérie, tu vois. Mais c'est l'hiver, c'est normal. Ça faisait vraiment très très froid. Mais c'est l'hiver, c'est normal, non, je sais pas. Alors, l'hiver à moins 20, normalement, on l'a pas souvent. Ouais, mais bon, on l'a pas souvent. Ouais, justement, c'est bien quand il arrive pas. J'ai lu un article comme quoi il faisait plus chaud au Groenland en ce moment que chez nous. C'est pour dire. C'est à moi maintenant. Je vais encore râler en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup râlé dans cette émission au final. Non, quand t'as parlé d'Atome, t'as pas râlé. Ah ouais, j'ai pas râlé, effectivement. Là, on parle de Dr. Slump. C'est avec râlé, c'est ça.
Non, j'ai pas râlé sur cette blague non plus. Je voulais revenir en fait sur l'arrivée des nouveaux éditeurs sur le marché, et en fait mon inquiétude elle est liée avec ce que je disais il y a quelques instants. Du coup on va faire vite, mais pour faire simple, en fait ces dernières semaines il y a l'éditeur Steinkiss, donc déjà détenteurs des éditions Jungle par exemple, qui a annoncé monter un nouveau label avec l'ancien patron des éditions Glénat. Directeur de ça va patron mais oui patron, enfin c'est lui qui dirigeait directeur éditorial. Oui voilà, il dirigeait les éditions Glénat Manga, Monsieur toute Glénat, la partie éditoriale. Ça va s'appeler Vega. Ensuite, donc bon, un nouvel éditeur. Ensuite, au salon Magic Monaco qui avait lieu fin février, il y a une société appelée Shibuya International. C'est la société qui organise le Magic Monaco, Shibuya International, qui détient les droits de Cobra, qui produit le dernier Shenmue, qui est beaucoup attendu pour les fans de jeux vidéo. Bref, d'autres exemples. Et ils sont à l'origine donc de la venue du papa de Cobra en France. C'est aussi eux qui le font venir à Japan Expo. Et ils s'associent avec l'éditeur de Kiei, Michel Lafon, pour lancer aussi une offre manga. Là on n'en sait pas beaucoup plus non plus, l'un comme l'autre, mais on sait juste que les précédents gagnants du concours, organisé par le festival Magic Monaco, un grand concours organisé aussi avec la Shueisha et ainsi de suite, bref, eux ils seront publiés par exemple, Michel Lafon. Par exemple Vignou, a priori il serait dans le lot. Donc de nouveaux acteurs, tu parlais de Tsume tout à l'heure, Flavien, on voit et on vit une surproduction en ce moment dans le manga en France. Il y a énormément de sorties, beaucoup trop pour que tous on puisse la suivre. On voit des mangas effectivement qui font 300, 200, 300 ventes. Et on voit une importation et une création de mangas en France de plus en plus grosse, et ça me fait peur. Alors là, en plus, l'absence d'infos sur ces deux éditeurs me fait aussi un peu peur. Parce que je me dis qu'ils sont peut-être lancés ça sans être vraiment très prêts. C'est pas parce que c'est l'éditeur de Kiei que t'as eu peur aussi ou... Non, pas forcément, parce que je suis pas défavorable à Kiei, contrairement à Johnny à l'époque. Mais en fait, ce qu'on avait dit sur Kiei, c'est qu'il y avait un manque d'éditorialisation en fait du manga. Parce que les idées sont plutôt bonnes. Mais alors j'aurais pas dit éditorialisation, mais effectivement il y a peut-être il y aura peut-être un peu plus de suivi un encadrage quoi. Qui aurait été mérité sur Kiei, et encore sur le tome 2 finalement ça s'est bien suivi. Mais l'absence d'infos sur les deux éditeurs me fait peur. Je me dis que peut-être ils vont aussi faire de la licence. On n'en sait rien. Voilà. Non, on ne sait rien du tout. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Mais ça me fait peur. Sur Michel Lafon, on sait que c'est les gagnants du concours Shibuya International. Et Vega, c'est Stéphane Ferrand qui était chez Glénat. Oui, avant, donc qui a priori a quand même un savoir-faire. Oui, ce sont des gens qui ont des savoir-faire. Michel Lafon, ils font très bien les livres. Steinkiss, ils savent faire les livres. Enfin, voilà. C'est des gens qui savent faire des livres, c'est sûr et certain. Mais c'est juste que on a déjà trop de mangas en France par rapport à ce qu'on est capable de lire. Peur que ça soit encore plus tombé dans la après, masse, c'est ça, avoir l'offre qu'ils vont proposer, si c'est quelque chose de différent. À voir si c'est une offre de qualité ou une offre de quantité. Mais je voulais juste signaler ma peur. Oui, mais il faut pas avoir peur des nouvelles choses, tu vois. Je te sens un peu, je te sens un peu, craintif. C'est peut-être l'air froid de l'hiver, je sais pas, il se passe quelque chose. Pourtant, je suis prêt à lire en numérique. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais je trouve ça aussi intéressant qu'il y ait justement de nouveaux acteurs qui arrivent. Il faut voir le verre à moitié plein. Est-ce que ça va faire chambranler le côté des autres. T'as le droit au néologisme. Les éditeurs historiques avec une nouvelle offre. Enfin, tu vois, ça peut être aussi intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont proposer, voilà. Est-ce que ça va chambouler une émulation ou une nouvelle émulation, voilà. Ou alors ça va se péter la gueule. Je ne souhaite qu'une émulation saine et valable. Je la souhaite vraiment de tout mon cœur. Je pense pas que ça va arriver, mais je la souhaite. Non, vraiment. Mais j'ai quand même peur que ça soit encore n'importe quoi. Non, mais. Oui, on verra. Riez parce que vous le pensez aussi. non, mais en fait, moi j'attends vraiment de voir ce qui va. Je suis curieux. Ouais, moi je suis curieux. Je suis curieux de savoir ce qui va sortir. Allez, je vais dans votre sens. Soyons curieux. Donc, ça c'était l'info. Effectivement, l'arrivée de Vega et de Michel Lafon en manga. On verra ce que ça donne. Flavien, petite virgule, et puis maintenant on parle de Tokyo Ghoul, hein. Ouais. Tokyo Ghoul, on parle de vampires. Ouais, alors c'est plus des ghouls que des vampires quand même, parce que ghouls et vampires c'est pas... Parce que en fait la ghoul elle va manger, alors que le vampire va sucer. Voilà. Ok. Non mais c'est valable. Voilà. Donc mais il y a quand même un gros côté vampire. Elle va bouffer, et le vampire il mange pas, et il laisse en vie, alors que la ghoul elle va le bouffer, le gars il serait pas en vie. Donc oui, mais globalement dans Tokyo Ghoul il y a un aspect vampire non négligeable.
Non. Je dirais que c'est un peu entre le zombie et le vampire. Ouais, c'est ça. La goule, c'est plus parce qu'en fait, la goule, elle peut vivre normalement entre guillemets. Elle aura pas peur du soleil, elle aura pas peur de se balader avec les humains, etc. Elle va même les manger après. Et il y en a certains qui veulent pas les manger. Alors, en fait, elle garde le côté hyper humain qu'un vampire n'aura pas forcément. Oui, mais dans les problématiques du héros, il a les mêmes problématiques d'être attiré par le sang que dans Thirst d'ailleurs. C'est vrai. Je parlais, ouais. Bah, en fait, alors, pour rappeler l'histoire de Tokyo Ghoul rapidement, c'est l'histoire de Ken Kaneki, un jeune homme bien dans son état, qui en fait un jour a un accident. En fait, il voit une goule manger quelque chose, il a un accident, il se prend une poutre dans le bide et il se réveille et il devient une goule. Il comprend pas pourquoi. J'aime bien comment tu résumes. Il se prend une poutre dans le bide. Et il comprend pas pourquoi il y a une goule. Et en fait, quelqu'un lui a implanté une poche RC, c'est ce qu'ils ont les ghouls en fait, et il devient une demi-goule. Et il comprend pas pourquoi il a faim, il a une soif aussi de sang. Oui, il se fait greffer un organe. Il se fait greffer un organe d'une goule. Et parce que les ghouls en fait ont tout un organe qui permet d'avoir une sorte de super pouvoir. Et en fait c'est une goule qui l'avait attaqué, qui s'est fait écraser aussi par la même poutre. Ouais. Et les urgences sont arrivées, ils ont pas cherché à comprendre, ils se font un organe, lui il lui en manque un, allez hop là. Et en fait petit à petit on se rend compte que c'est une machination aussi derrière pour tester si on peut mettre des ghouls dans des humains, etc. Du coup il y a quand même tout un truc, tout un pan assez philosophique aussi dans Tokyo Ghoul qui est hyper intéressant. Est-ce que les ghouls sont des humains? Est-ce que les ghouls peuvent s'intégrer dans des humains? Est-ce qu'il y a une part d'humanité aussi? Ouais. Et il y a un background aussi vachement intéressant sur comment se constitue la société ghoul et dans la société. Enfin, ça c'est pas mal fait aussi, tout ce côté communautaire, quoi. C'est ça. Et il y a aussi, du coup, il y a des chasseurs qui s'appellent les colombes, qui sont un peu les policiers et qui vont aussi du coup tuer les ghouls qui enfreignent la loi. Avec des armes super cool. Avec des armes super cool aussi, qui sont du coup tirées en fait des ghouls qu'ils ont butés avant. Voilà, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de déshumanisation aussi des ghouls? Enfin, il y a quand même, ce manga déjà graphiquement, il est juste incroyable. Ouais. Le gars, il fait c'est de la peinture à chaque fois. C'est de la tuerie. Ouais. Graphiquement, c'est un des meilleurs. Enfin, moi, des dernières séries que j'ai lues, c'est un des trucs les mieux dessinés. C'est probablement pour ça que c'est Togashi qui lui avait demandé de faire le chapitre sur la jeunesse d'Hisoka, ouais. Et toutes les cover design, ils sont incroyables. Enfin, si j'avais les cover design en peinture en grand chez moi, je pense que je serais hyper. Ce serait un peu glauque chez toi quand même. Mais non, mais elles sont. Il y aura un poster de shoujo et un Tokyo Ghoul. Mais je trouve qu'elles sont incroyables et sont liées en forme de cercueil. Pourquoi tu dors là-dedans? Et les personnages, même s'il y a alors je sais pas combien. Des fois, j'avoue, je me perds un peu dans les personnages, mais tous les personnages ont quand même sont hyper bien décrits, ont un tenant, un aboutissant, et ça s'entrechoque entre chacun et tout. Mais c'est marrant, incroyable. C'est marrant ce que tu retiens, parce que moi je vais retenir à la limite plus le fun de ce manga. C'est même plus ce fun, c'est donc la partie baston. Ouais. La partie chaque ghoul a une spécificité pour attaquer, tuer, manger. Les masques et tout. Les masques. Ouais. Alors les masques vous voyez tout le temps partout, les masques avec le demi-œil et puis c'est ouf que comment ça a été repris en fait dans la culture populaire en fait. Bah oui, il y a même un clip de rap là. Ah ouais, c'est ça. C'est quoi, Nekfeu ou je sais plus qui. Ouais, je crois. Ouais. Je sais plus quel rappeur c'est. Si c'est Nekfeu, ouais, je crois. Ouais. Il y a une identité, un truc identitaire très marqué quoi. Et les flics de la même façon, les combats. Au début, toute la partie effectivement, ça c'est mon territoire, ça c'est l'autre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de cartographie d'un univers posé alors qu'on est sur un Japon contemporain qui est vraiment chouette, qui est très shonen au final. C'est super fort. Ouais. Avec par-dessus une couche de faut se manger. Ouais, non mais en fait pour moi l'auteur est un génie parce que même si à la fin de Tokyo Ghoul et qu'il recommence un truc avec Tokyo Ghoul Ro, tout le monde dit bah c'est une nouvelle histoire, etc. Et effectivement on peut lire les deux indépendamment. Mais c'est mieux quand même d'avoir lu Tokyo Ghoul pour lire Tokyo Ghoul Ro. Mais et là, c'est là où je trouve que le génie est là, donc quand il fait le c'est qu'il arrive à remettre les gens dans l'histoire, on se souvient de tout ce qui va se passer avant, et même si tu ne te rappelles pas, tu vas t'en rappeler petit à petit parce qu'il fait des rappels, etc. Et tu fais, mais le gars est un pur génie visuel.
Pour moi, il n'y a pas d'autre mot que ça, quoi. Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul. On est à combien de tomes sur le Tokyo Ghoul Ro, tu te souviens? On est à 8-9, je tome crois. Tome 10, j'allais dire, 10, moi, mais tome 10 qui sort là en ce début d'année. Le premier arc, la première 14, génération, il y en avait 14. Ouais, et il y a une série aussi qui était sortie qui est pas ouf, je trouve. Et un film qui arrive cet été, je crois. Ouais. Et regardez aussi, chez Glénat, ils sont sortis aussi des covers où il n'y a que des illustrations, et qui est incroyable. Et il y a les romans aussi, des light novels qui sont sortis sur Tokyo Ghoul, qui est assez riche, et c'est une façon, Tokyo Ghoul, c'est un des 10 meilleurs mangas qui fonctionnent le mieux en France. Ouais, mais c'est fou c'est vrai qu'on en parle finalement peu en fait. C'est un espèce de valeur sûre qui est là, mais on le met sous les manteaux. C'est sûr que derrière, voilà, les Fairy Tail, One Piece et tout, il est un petit peu derrière, mais en termes de nouvelles séries, c'est il est dans le top 10. C'est la plus, mais en fait, ce qui moi, au début, tu fais c'est Tokyo Ghoul, c'est l'univers des ghouls, etc. Et quand tu vois que les gens ont pris les masques, les identités, etc., tu fais, mais effectivement, l'artiste a créé une œuvre. Et la vitesse à laquelle ça s'est fait. Ouais, c'est ça, ça allait super vite. C'est toujours ça qui est étonnant, c'est la façon dont les gens s'approprient les éléments visuels, mais la vitesse à laquelle ils se les approprient. Et à laquelle il a recruté aussi. Les chiffres, c'était incroyable. Quand tu regardais les chiffres GFK de Tokyo Ghoul, mais à chaque tome, ça recrutait de plus en plus. C'était une dynamique, mais dès le début, quoi. GFK qui est l'organe de comptage des ventes de livres en France. Ouais. Tokyo Ghoul, à lire et à relire pour Flavien. Hashtag 5DC si vous avez lu Tokyo Ghoul et que vous n'avez pas aimé du tout. Dites-le nous, dites-nous. Ouais, dites-nous, on parlera. Hashtag 5DC aussi si vous avez adoré Tokyo Ghoul et que vous comprenez pas qu'on en parle seulement maintenant. N'hésitez pas non plus. Hashtag 5DC sur Twitter. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. Merci à vous de nous avoir écoutés. Il va falloir finir cette émission. Est-ce que vous avez autre chose à dire, que ce soit sur le piratage, sur Tokyo Ghoul, sur Atom, sur les créations françaises? C'est le moment ou jamais de vous taire ou de parler. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, ne piratez pas, lisez Atom et lisez Tokyo Ghoul. Et découvrez plein de choses. Voilà. Oh, vous êtes des magos. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.